Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va aujourd'hui faire un cours de présentation de la thérapie lumière. Mais nous on va aborder cette année deux nouveaux sujets, des sujets que nous avons jamais enseignés en public. Le premier sujet sera le sujet de la thérapie à distance. Qu'est-ce que ça veut dire une thérapie à distance? Cela veut dire, ceux qui sont dans le groupe des amis du Rav Schneider, je vous ai envoyé dernièrement des preuves scientifiques de la capacité de notre cerveau, de sa possibilité de faire des choses qu'on dit incroyables, mais la vérité est là et on les vit, on les voit. Donc, une des plus belles choses que l'on peut faire, déduire des écrits de nos sages, qui sont bien plus avancés que toutes les intelligences artificielles que vous connaissez, et déduire de ces écrits, déchiffrer le code des paroles de nos sages pour les mettre en pratique. Sachez que le but de l'enseignement et de l'étude de la sagesse est d'emmener les choses à la vie pratique de nos jours. Dernièrement, j'ai vu une étude qui a été faite, examinée sur 8500 personnes dans des pays différents, et ils ont réussi à prouver de façon scientifique que nous avons une connexion à distance avec les gens qu'on choisit de se connecter avec eux. Pourquoi il faut dire le mot qu'on choisit? Parce que imaginez-vous qu'on serait consciemment connecté à tous les gens qu'on connaît ou qu'on a croisés ou qu'on a vus dans notre vie. Imaginez-vous un instant que là, vous voyez l'image que vous avez devant l'écran, combien de gens il y a? Mettez 1 milliard de gens comme ça. Qu'est-ce qui serait passé avec notre cerveau? Notre cerveau se serait paralysé. Pourquoi le cerveau serait paralysé? Parce qu'on lui aura donné trop d'informations à traiter. Et comme j'espère que vous savez tous, notre cerveau n'a pas la capacité de distinguer la réalité de l'imagination. Donc, si le cœur de l'être humain demande au cerveau, s'il te plaît, occupe-toi de quelque chose, notre cerveau va s'en occuper, même si c'est imaginaire. Donc, une des choses les plus importantes qu'on doit étudier, et on va étudier ça, on va faire aussi des exercices pratiques, comment traiter les gens à distance. Pourquoi on doit traiter les gens à distance? De façon naturelle, s'il vous plaît, écoutez les mots parce que j'essaye que mes mots soient très précis. De façon naturelle, l'être humain a l'instinct de se protéger. Naturellement, sans faire aucun effort, nous avons un instinct de protection. Quand est-ce qu'on voit cet instinct la première fois de notre vie? Quand un bébé est né, le docteur le prend, il le laisse un moment dans l'air et vous voyez que le bébé, tout de suite, s'accroche. Tout de suite, il fait un réflexe. Je ne me rappelle plus le nom de ce réflexe, mais c'est un réflexe qu'on teste sur chaque bébé qui est né. Et si le bébé, quand on le laisse, il ne fait pas ce réflexe, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il se passe avec ce bébé dans son système nerveux que le bébé n'a pas l'instinct vital de la vie? Cet instinct vital va nous accompagner le longueur de notre vie.
Le seul problème que nous avons avec cet instinct vital est que quand je suis enfant et je me comporte de façon instinctive, tout le monde est très content de moi. Mais quand je deviens adolescent et quelqu'un de mature et adulte, et je continue à me comporter de façon instinctive, la société va me juger et va me dévaloriser. Pourquoi, quand j'étais enfant, vous m'avez mis en grande valeur quand j'étais instinctif, et maintenant, quand je grandis, vous me dévalorisez. Ça s'appelle ce phénomène la polarité inverse. Cela veut dire que comme nous avons besoin du soleil pendant l'été pour mûrir les fruits, nous avons besoin que le soleil soit plus caché, moins d'heures de soleil en hiver, pour que l'arbre puisse se reposer et reprendre des forces pour la prochaine saison dans laquelle il va fleurir et il va nous redonner des fruits. Ça veut dire que tout dans ce monde, on en a besoin, sauf qu'il faut savoir comment utiliser tous les outils qu'on a reçus du Créateur à notre naissance. Alors cet outil d'instinct de défense, c'est un outil normal qu'on va utiliser quand on est assis dans la chaise du dentiste. Regardez la majorité des gens, quand le dentiste s'approche avec la seringue, qui ne fait vraiment pas mal parce qu'elle est tellement fine. Pourquoi il y a une main qui fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, tu étais déjà chez le dentiste, tu sais que ça va pas te faire mal. Pourquoi il y a tous les muscles qui sont dans une contraction? Dernièrement, je devais aller chez le dentiste et vous savez qu'est-ce que j'ai fait sur le lit du dentiste ou sur la chaise du dentiste? Je me suis auto, je vais pas dire le mot jugé, mais j'ai ressenti cette tension dans mes muscles quand il s'approchait de moi. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai travaillé à tout simplement me décontracter. C'est moi qui est venu chez le dentiste. C'est moi qui ai un problème à la dent. C'est moi qui va payer. Alors pourquoi je le rejette? Comme la nurse vient vous faire une prise de sang. C'est pas elle qui vous a demandé la prise de sang. C'est vous qui voulez faire le bilan sanguin. Tout va bien. Alors pourquoi des fois on est tellement contracté qu'elle n'arrive pas à absorber du sang? Ça, sachez, on ne doit pas juger ce comportement. C'est un comportement normal qui s'appelle le réflexe de la vie. Ce comportement-là, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle l'écorce de l'être humain. C'est ce qui nous protège de envahi, de ne pas être envahi par des énergies extérieures. Alors des fois, on a ça tout simplement avec des gens qu'on connaît. On connaît quelqu'un, on voit qu'il s'approche trop de nous, hop, on ferme notre sphère pour qu'il ne s'approche pas. Mais peut-être cette personne va te donner du travail, peut-être cette personne va te donner de la sagesse. Pourquoi tu te protèges? La réponse est simple. C'est naturel de se protéger. C'est pour cela que beaucoup de fois, tous ceux qui sont thérapeutes dans cette audience savent très bien que on essaye de agir sur place pour s'occuper de quelqu'un. On sait exactement ce qu'il faut faire. C'est un phénomène qu'on connaît dans les thérapies normales ou bien dans les thérapies alternatives. On connaît le phénomène. Maintenant, on veut appliquer notre savoir. La personne est venue pour qu'on applique le savoir. Mais c'est exactement comme la personne qui est venue chez le dentiste. C'est le même phénomène. La personne, de façon naturelle, va se protéger de notre thérapie. Et comme elle va se protéger, le second effet de cette protection est que on a fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas eu le résultat. Et les gens
après l'instinct de protection, ils ont aussi l'instinct de l'orgueil, qui est aussi un instinct naturel. On préfère dire qu'une personne nous a aidés ou on préfère dire qu'une personne n'a pas réussi à nous aider. Je mets exprès dans la phrase le mot aider. Parce que quand on m'aide, je dois avouer qu'une personne, dans cet instant de l'aide, est plus que moi. Je dois faire l'aveu. Mais comme j'ai à l'intérieur de moi un instinct naturel qui s'appelle l'orgueil, donc je ne vais pas accepter de dire que la personne m'a aidé. Quand je ne vais pas accepter de dire que la personne m'a aidé, qu'est-ce que je ferai? Je dirai l'inverse. C'est n'importe quoi, j'étais chez lui, c'est n'importe quoi, il arrive à rien faire, ne gaspillez pas votre argent, et ça va très loin jusqu'à prononcer un mot que je pense qu'on doit sortir de notre vocabulaire, c'est un charlatan. Comment les gens osent dire d'une autre personne qui ont rencontré peut-être une demi-heure de leur vie, le condamner à être un charlatan à vie? Parce qu'après, vous savez, la mauvaise parole circule à travers énormément de gens et on ne sait pas où ça va arriver. Les deux instincts que je vous ai dit, ce sont des instincts naturels. Et comme ils sont des instincts naturels, nous n'avons pas le droit, en tant que thérapeute, d'appliquer la force. Le Hari Akadosh nous a dit et nous a enseigné Be'atar de tirchuta dina ishtakaf. Quand tu fais trop d'efforts, malheureusement, les forces du mal s'imposent. Et quand on étudie la physique, on sait très très bien que dans la physique, nous avons le R qui représente la résistance. Plus vous allez appuyer sur un objet, et plus l'objet va se battre contre vous. C'est quelque chose de naturel et de normal. La relation que nous avons entre les gens, ce sont des relations de force. C'est normal, c'est naturel, ça nous protège. Sauf qu'un thérapeute ne peut pas, comme sa volonté doit être, de guérir son prochain et aussi se guérir soi-même. Donc, le thérapeute ne peut pas utiliser des forces. Comment je vais vous donner le support de ce que je dis? On sait très très bien que quand quelqu'un, un docteur, a détecté chez vous un problème qui demande une chirurgie, ce qu'il va faire normalement, je ne parle pas des exceptions, mais normalement, ils vont vous faire une anesthésie. La raison pour laquelle ils vont vous anesthésier, c'est pour que vous ne serez pas capable de vous contracter et vous battre contre le fait, le bon fait du docteur. Ça, ce phénomène-là, nous l'avons aussi intérieurement. Quelle est l'hormone de l'anesthésie? La dopamine. Quand on a de la dopamine, on a en effet, on s'est auto-anesthésié pour être capable de traverser toutes sortes d'épreuves dans notre vie. Est-ce qu'on peut activer la dopamine par nous-mêmes? Oui. La dopamine s'active de façon très facile avec le sport. Et la dopamine aussi, on en parlera plus tard, s'active de façon la meilleure qu'elle peut pendant l'intimité qui n'est pas une intimité bestiale ou de quantité, mais une intimité de qualité. C'est la deuxième classe que nous allons ouvrir tout de suite après les fêtes, je pense, mais on en parlera plus tard. Donc, quand on veut faire une opération à quelqu'un, faire une greffe, enlever, fermer, coudre, ce que c'est pour le bien de lui, la meilleure des choses, c'est de l'anesthésie. Sachez encore une chose, que Baruch Hashem, ça fait à peu près 15 ans, que après des opérations, les hôpitaux ont vu que quand la personne se réveille de l'opération, après 2 heures, après 3 heures, après 4 heures, elle est dans un état de choc parce que son corps
a eu un changement, donc il va rentrer dans une guerre. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça a prolongé le temps de guérison. Alors aujourd'hui, ce qu'ils font dans des cas de certaines opérations compliquées, ils vont mettre les gens dans le coma artificiel. Sachez que de mettre une personne dans le coma artificiel, c'est vraiment l'aider. Pourquoi ça l'aide? Premièrement, quand la personne se réveille, elle est dépaysée, elle veut tout de suite s'adapter à ce qui se passe, donc elle va appliquer les énergies de guerre, les énergies de résistance. Et qu'est-ce que ça va faire en second effet? Ça va ralentir la capacité de notre corps de s'auto-guérir. Vous êtes obligé de savoir que dans notre corps humain, existent toutes les guérisons de toutes les maladies qu'il y a dans chaque génération. Vous pouvez parler avec les docteurs, les gens qui travaillent dans la chimie, dans les laboratoires, ils vont vous dire, le système auto-immune, c'est un système qui s'auto-programme. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous dire, les globules blanches circulent dans le système sanguin tout le temps. Dès qu'elles repèrent quelque chose qui a envahi notre corps, qui n'est pas une partie du corps, elles vont écouter ce qu'elles font. Les globules blanches avalent le microbe, elles avalent la bactérie, elles l'avalent, elles permettent à la bactérie de détruire la globule blanche. Pendant cette destruction, la globule blanche étudie exactement le schéma de ces bactéries et la prochaine globule blanche qui va être créée va être capable, c'est comme ça que travaille le système auto-immune, elle va être capable de la combattre. Donc, notre corps, c'est pas qu'il a à l'intérieur une pharmacie avec tous les médicaments du monde. Non, nous avons à l'intérieur, un jour, je suis sûr qu'ils vont développer quelque chose comme ça. Nous avons à l'intérieur la globule blanche qui sait se s'attaquer à tout envahisseur extérieur, l'accepter pour le gagner. Cette étape d'acceptation, c'est l'étape du thérapeute. Un vrai thérapeute, ce qu'il doit être capable de faire, c'est de créer aucune relation de force avec son patient. Malheureusement, on voit beaucoup de thérapeutes qui ont fait des stages très courts, ils ont reçu un diplôme, mais tout de suite, ils appliquent ce qu'ils ont étudié comme un robot, comme une machine. L'avantage de la thérapie lumière, c'est que toutes les thérapies que vous connaissez ou que vous allez connaître dans votre vie sont valables, toutes, parce que les gens n'ont pas inventé des bêtises. Et comme les thérapies sont valables, le seul problème, le vrai, entre une thérapie qui a un impact, qui a un effet et une thérapie qui n'a pas d'effet, la seule différence, c'est le thérapeute, pas la thérapie. Le seul problème, c'est le thérapeute, non pas la thérapie. Et comme le seul problème est le thérapeute, dans notre école, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare les thérapeutes à utiliser énormément d'outils. Et un des outils que cette année, l'année dernière, j'ai enseigné ça à mes masters, Baruch Hashem, avec la grâce de nos élèves, la grâce de Dieu et avec l'aide de nos élèves et Gila, bien sûr, tout a été écrit, les cours de quoi? De thérapie à distance. Est-ce que la thérapie à distance existe? Oui. Comment on sait que la thérapie à distance existe? C'est très très simple. Vous avez tous, j'espère, un ami fidèle. Cet ami fidèle, mettez-le à côté de votre tête et regardez comment il fonctionne. Ils ont tout simplement copié comment le cerveau fonctionne. Notre cerveau reçoit des messages et projette des messages. Le téléphone a une antenne qui capte et qui envoie. Mais beaucoup de fois, je vais vous montrer quelque chose de très important, et on le sait déjà parce que
ils étaient obligés de l'avouer. Il y a un problème. Quel est le problème? Que nous avons des applications que on voit que malgré que le téléphone est fermé, il y a des applications qui utilisent notre téléphone. La première fois que ça a été dévoilé, c'était dans les années 90, 1990, que ils ont fait un très grand procès à Microsoft et ils ont perdu dans le procès. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévoilé que chacun de nous, quand on installe Microsoft dans notre ordinateur, vous connaissez tous l'application Cookie. C'est une application qui était à un certain moment en dehors de la loi. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas qu'on leur mettait cookie. Mais aujourd'hui, chaque fois que vous voulez utiliser une application, tout de suite, la première fenêtre qui s'ouvre, c'est on va utiliser cookie. Donc, vous devez accepter ou refuser. Quand vous refusez, qu'est-ce qui se passe? L'application se ferme. Qu'est-ce que c'est ce fameux cookie? Cookie, c'est une application qui est intégrée dans votre téléphone. Et même, vous voyez, mon téléphone maintenant il est fermé. Mon téléphone travaille. Et même quand je le ferme complètement, je l'éteins littéralement, ce que la majorité des gens ont oublié de faire, qu'on a le droit d'éteindre cette machine. Même quand on l'éteint, la machine continue à travailler. Et dernièrement, ils nous ont dit aussi, dernièrement, la France a passé une loi que tous les téléphones des citoyens français sont H24 ouverts ou pas. Ils prennent toutes les informations audio, vidéo de vos téléphones. Point à la ligne. Ils ont dévoilé ça il n'y a pas longtemps, mais sachez que les grandes puissances technologiques comme l'Amérique, la Chine, la Russie, Israël, tout cela, depuis le premier jour qu'il y a des téléphones portables, on est tous sous surveillance. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on est avec des gens physiquement, la personne, comme je vous ai dit, aura un instinct de ne pas accepter ce qu'on fait. Et c'est normal. Elle aura le deuxième instinct de dire, ils ne peuvent pas m'aider. C'est normal aussi. Mais quand même, on veut aider les gens. Sachez que tous ceux qui ont pratiqué la thérapie à distance vont vous dire que cette thérapie est beaucoup plus efficace que la thérapie frontale. Quand je vous dis beaucoup plus efficace, des chiffres et des nombres incroyables. Dans les années 80, je vous donne juste des références pour que vous compreniez sur quoi on se base. Il y avait toujours, quand il y avait la guerre froide, il y avait le championnat du monde des échecs et maths, si vous vous rappelez. Et il y avait l'Amérique toujours arrivée contre la Russie. C'était la fin, la finale. Et une année, je ne me rappelle plus quelle année de 80, je crois 1984, l'Américain, au milieu du jeu, il a dit, quelqu'un me contrôle mon cerveau, et il a arrêté le jeu, et Karparov, c'était son adversaire, a gagné le championnat du monde. Évidemment que les Américains ne sont pas restés silencieux. Tout le jeu et l'audience étaient filmés audio-vidéo, et ils ont détecté dans l'audience un monsieur qu'on appelle les médiateurs ou les gens connectés ou les parapsychologues. Tous ces gens-là, c'est la même famille. Ce sont des gens qui ont le pouvoir, non pas dans l'action, non pas dans la parole, mais dans quoi? Ils ont le pouvoir dans la pensée. Et ils peuvent, et ça s'enseigne, utiliser leur pensée pour parler dans le cerveau des autres personnes. Quand je vous dis ça, ne vous soyez pas effrayés, ça se passe tous les jours. Je vais vous donner un exemple simple. Combien de fois on a pensé à quelqu'un de proche à nous et il a téléphoné? Ça arrive à tout le monde. Combien de fois on avait une idée et on l'a vue?
Combien de fois on voulait acheter une voiture et tout d'un coup on voit seulement cette voiture dans la rue? Qu'est-ce que c'est ce phénomène? C'est les fréquences qui sont invisibles. Ton cerveau crée des fréquences invisibles que Baruch Hashem, la science, dernièrement, hein, je vous ai mis dans le groupe, la science prouve que la vitesse et la fréquence et la capacité du cerveau, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que le contour de la Terre. Ça veut dire que je suis capable de t'envoyer un message, je peux être dans l'opposé de la Terre et tu vas le recevoir instantanément. Vous savez que l'Orient, c'est tous les pays qui sont à l'Est, ces pays-là, dans leur philosophie de l'observation de l'être humain, mettent l'être humain au-delà de la machine. Tous les pays de l'Ouest, qui sont l'Occident, disent que la machine remplace l'être humain. Regardez, on est arrivé à quel stade que tout doucement, ils veulent éliminer par l'intelligence artificielle beaucoup de postes, beaucoup de travail et surtout beaucoup de gens. Et dans l'autre monde opposé, le contraire est qu'ils disent aux enfants aujourd'hui, en Chine par exemple, de l'âge de 6 ans, on leur enseigne, comme les mathématiques, l'intelligence artificielle. C'est toi l'être humain qui est au-delà de la technologie. C'est pas la technologie qui va te dévaloriser. Alors, comme il y a ces deux philosophies, la Russie, c'est très connu, ça fait des dizaines ou des centaines d'années qu'ils travaillent sur la parapsychologie. La parapsychologie veut dire qu'on peut s'entraîner et il y a des exercices très faciles que je vais vous les dire, comment les faire, très facile, très simple. Dans la parapsychologie, on est capable de se transmettre des messages à distance. Ou bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sortie astrale. On est capable, avec notre cerveau et par le biais de l'imagination, circuler partout sur la Terre et voir des choses instantanément. Donc, eux, ils ont développé ça avec leurs soldats. L'Amérique, à cette époque, avait développé le radar, les signaux radar. Et ils ont décidé qu'ils vont faire une compétition. Ils vont mettre deux commandants, un Russe et un Américain, dans un sous-marin, très profondément dans l'océan, et ils vont leur envoyer des messages. Et ils vont tester combien de temps prend que le commandant américain qui recevait des messages morses par des radars, combien de temps ça lui prend d'écrire le message. D'un autre côté, ils ont mis un soldat russe qui s'entraînait pendant des années à la parapsychologie. Écoutez bien ce qui s'est passé. Pendant que les Américains envoyaient leurs messages à travers la technologie, il y avait toujours un délai entre le message qui est envoyé et le message qui était reçu. Il y avait un délai. Mais quand à Moscou, il y avait un commandant qui écrivait le message, instantanément, le soldat dans la, dans le sous-marin écrivait avec lui ensemble. C'était au même moment. Et ils ont prouvé que la capacité du cerveau de l'être humain va au-delà de toute capacité technologique. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les pays comme la Chine, l'Asie, la Russie développent l'être humain qui doit utiliser la technologie. Et dans les pays qui sont sous le régime occidental, l'être humain est utilisé par la technologie. C'est une très grande différence. Donc, quand on étudie la thérapie à distance, le but est de redonner à l'être humain les outils qu'il a perdus et qu'il a oubliés. Ses capacités d'être humain, je ne sais pas si vous savez, mais dans la création de Dieu, qui est la création de ce monde entier, de tout l'univers, avec tout ce qu'il y a dans l'univers,
L'être humain est la création la plus élevée qui existe. Rien ne peut dépasser un être humain qui est conscient. C'est pour ça que les sages nous disent, l'humain peut aller au-delà des anges, mais malheureusement, il peut être en dessous du dernier des animaux. L'être humain a cette capacité parce que nous avons le libre arbitre. Avec le libre arbitre, on peut décider d'augmenter notre qualité de vie, notre qualité d'agir, notre qualité de l'action. Si on s'aime, si on a l'amour de son prochain, surtout les thérapeutes, c'est des gens que naturellement, ceux qui sont thérapeutes pour l'argent, ce que je dis, ça leur fait rien du tout. Mais ceux qui sont vraiment des thérapeutes, parce qu'ils ont ces sensations de qu'est-ce qui se passe avec l'autre, eh bien, ces gens-là sont obligés d'élever leur conscience pour élever leur capacité, pour faire leur travail de la façon meilleure qu'ils peuvent. Je vais vous donner encore un exemple. Imaginez-vous, j'ai pris du fer et j'ai transformé ce fer en couteau. Le fer est devenu un couteau. Quel est le but d'un couteau? Couper. Mais la lame du couteau n'est pas aiguisée. Elle est complètement abîmée. Est-ce que le couteau coupe? Non. Et quand il coupe, qu'est-ce qu'il fait, vous savez? Il endommage la matière qu'il coupe. Parce au lieu de couper, ça déchire. L'être humain est comme ce couteau. Plus je vais monter en conscience et aiguiser mes capacités nées, ce sont des choses qu'on est né avec. Et plus mes missions sur Terre vont être comme un couteau aiguisé. Je peux passer à travers la matière sans aucun problème. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on coupe quelque chose, la peau, quelque chose de vivant, avec un couteau aiguisé, il n'y a pas de sang qui sort. Pourquoi il n'y a pas de sang? Parce qu'on est tellement fin qu'on ne coupe même pas. Les vaisseaux ne se coupent pas. Et ça existe de couper sans qu'il sorte du sang. Donc, le couteau, c'est comme un être humain. Et vous savez, qu'est-ce qui est l'être humain? Quel est le couteau de l'être humain? Vous savez? La langue. Chaim vemavet beyad alashon. Votre parole, c'est ce qui va vous différencier de toute l'humanité et de toute la création sur terre. On peut avec la parole guérir une personne, comme on peut avec la parole détruire une personne. Je suis sûr que vous avez tous rencontré dans votre chemin de vie des gens qu'on leur a dit quelque chose de dévalorisant et ils sont tombés par terre, ou bien ils se sont évanouis, ou bien ils ont eu un attaque cardiaque, ou bien ils ont eu un stroke dans le cerveau, un AVC. Quand vous allez enquêter la personne et vous posez la question pourquoi elle a eu ça, qu'est-ce qui a déclenché, vous allez voir que beaucoup de fois, je peux dire que la majorité de fois, il y a eu la parole de quelqu'un qui nous a blessés. C'est pourquoi que le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage qui existe et qui existait, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort dépendent de notre langue. Et la langue aussi, c'est quelque chose qu'on doit aiguiser pour que notre langue, il est écrit, Omer me'at ose harbe. Il faut parler très peu et faire beaucoup plus de ce qu'on parle. Mais combien de gens parlent sans fin et font rien? Combien de gens, les politiciens, regardez, ils parlent toute la journée, et à la fin, on dit, bon, concrètement, 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Et il y a d'autres politiciens qui font vraiment des actions, mais ils ne peuvent pas toute la journée se vanter et verbaliser. Il y a une très grande différence. Nous aussi, en tant que thérapeutes, nous avons une très grande différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait.
et nos sages nous ont dit que la pensée suit la parole. Je donne un exemple. Quand une personne s'habitue, malheureusement, c'est devenu la mode de parler de façon qui n'est pas propre ni polie, je veux dire des grossièretés, des mauvaises paroles sur les gens. Vous savez, toute cette mode qu'on a le droit de tout dire et à n'importe qui et quand on veut. Quand les gens se comportent de cette façon, leur cerveau suit. Donc, plus tu vas gaspiller l'oxygène qui sort de ta bouche, moins tu seras capable de utiliser les capacités de ton cerveau. Plus tu vas faire attention à tes paroles et plus ton cerveau sera aiguisé. Et quand on veut traiter à distance, on comprend très très bien qu'on passe de la parole à la pensée. Donc ça, c'est un sujet très très important que on va enseigner pour toutes les questions techniques, comment on s'inscrit, tout ça. Vous allez parler. Donc vous allez parler avec Madame Guilla et elle va vous donner toutes les réponses. Si vous avez jusque-là des questions sur ce sujet, je serai très heureux de vous répondre. Et après qu'on va finir de répondre à votre question, on va passer au deuxième sujet que je pense qui n'est pas moins important, mais malheureusement, il y a trop de tabous dessus et c'est pour ça que l'humanité est dans la souffrance dans laquelle elle est. Comment on fait pour monter en conscience? Deux ascenseurs. Le premier ascenseur, c'est le comportement. On doit faire très attention à notre caractère. Quand on dit comportement, on dit caractère et en hébreu, on dit midot. Pour savoir si je m'élève dans mon caractère et dans mes midot, pour savoir ça, j'ai un signe. Il y a un panneau dans le chemin de la route, dans la route de la vie. Vous savez comment s'appelle ce panneau? Le retenu. Si je suis capable de me retenir, de ne pas réagir, de ne pas être instinctif, si je suis Hmm. capable de me taire, cela veut dire que je fais le bon travail de mon comportement. Ça, c'est le premier ascenseur. Jusqu'au moment et au degré que la personne a l'habitude, ça devient la deuxième Hmm. nature, de jamais réagir sur le chemin. Jamais. Toujours prendre un recul, se refroidir et après seulement parler. Et sachez que les sages nous disent qu'une parole vaut à la valeur d'une pièce en or et le silence à la valeur de deux pièces en or. Pourquoi les sages disent ça? Parce qu'ils disent que dès que tu as parlé, c'est fini. L'onde est sortie, tu ne peux pas la rattraper. Mais quand tu n'as pas parlé, tu as la parole dans ta main, elle vaut deux pièces. Donc la première chose, c'est le travail des midotes qu'on doit s'habituer dès qu'on est petit de bien se comporter. La deuxième chose qui va nous élever en conscience, c'est d'arrêter de se battre avec la vie. Ça s'appelle l'acceptation et l'annulation. Quand une épreuve vient nous rencontrer, cette épreuve, je veux que vous sachiez tous et toutes, on a signé un contrat avec elle avant qu'on vienne dans ce monde. L'épreuve est le meilleur ami de la personne. Parce que seulement à travers les épreuves, on va grandir, on va étudier, on va avoir de l'expérience. L'expérience et l'épreuve, ce sont deux frères qu'on ne peut plus séparer. Donc les gens qui se battent avec les épreuves de la vie ne veulent pas avoir les expériences, donc ne vont pas avoir la sagesse et ne peuvent pas monter dans le degré de conscience. Voilà deux ascenseurs. Un vous emmène jusqu'au milieu de l'immeuble et l'autre va vous emmener
jusqu'au dernier étage de l'immeuble, au penthouse. Vous allez pouvoir voir la vue qui est beaucoup plus belle d'en haut. Question. Merci. Déjà, c'est pas très facile de contrôler ces mots parce que parfois on a l'émotion, la colère, la tristesse, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est pour ça qu'on dit il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ça, c'est OK. Par contre, contrôler ses pensées, ça, c'est autre chose. Parce que se taire, c'est une chose, arrêter de penser, c'est une autre. Et ça, je sais pas Ah, comment on fait. j'ai pas dit d'arrêter de penser. Et en plus de ça, savoir si la pensée, elle vient de toi, si elle vient de quelque chose d'autre qui te veut du bien, ou de quelque chose d'autre qui te veut du mal. Je peux te poser une question. Quelle est la langue que tu connais pas du tout, du tout, du tout, du tout? L'hébreu, Tu es d'accord avec moi que si tu entends les gens parler l'hébreu, c'est difficile ou facile pour toi? c'est difficile. Très difficile. L'hindou, l'hébreu, le chinois, toutes les langues qui ne sont pas le latin, ceux qui parlent le latin, ça, pour eux, c'est du n'importe quoi. Mais tu sais que si tu vas aller habiter 1 an en Israël et tu vas pas côtoyer des Français, mais tu vas être tout le temps avec des gens qui parlent seulement l'hébreu, qu'est-ce qui va se passer après 1 an? Bah, petit à petit, on apprend la langue. Quand après 1 an, je te poserai la même question exacte. Est-ce que parler l'hébreu, c'est difficile? Qu'est-ce que tu vas répondre? J'imagine que je vais dire que est-ce que c'est moins difficile qu'aujourd'hui, en tout cas? Très bien, très bien. Donc, la même chose dans toutes les sagesses que tu veux acquérir dans ta vie. Nous avons tous le don, comme on est tous composés de corps matérialisés et d'une âme spirituelle, nous avons tous les dons d'utiliser notre corps pour atteindre les capacités spirituelles. C'est pour ça que la prière, on dit, la prière doit sortir du corps. Des fois, on n'entend même pas ce que la personne a prié. La prière a un effet, on le sait, c'est un effet concret. Une personne a demandé quelque chose, elle a reçu. Elle ne peut pas dire que non. Donc, nous avons tous ces capacités. On doit étudier des outils concrets pour emmener ces capacités à quoi? À l'action. Et avec l'aide de Dieu, quand une personne est dans mes cours, il y a toujours le côté pratique, toujours, toujours. Je n'aime pas enseigner des choses que vous ne pouvez pas toucher. Et aussi, une fois tous les quelques mois, je viens en France et je fais un séminaire pratique aux élèves. Et je vais en Israël et je fais un séminaire pratique en Israël. Bientôt, j'espère, aussi au Maroc. Donc, nous sommes tout le temps, nous tous, dans le potentiel qu'on peut atteindre ou bien qui peut être bloqué. Qu'est-ce qui bloque le potentiel? Vous devez savoir. L'ignorance. Aujourd'hui, Dieu nous a donné dans la main un outil de travail magnifique, mes chers amis. On est dans une génération qu'on peut faire tellement de bonnes choses avec ça. Mais à la fois, on peut aussi des heures faire ça. Tu demandes à la personne, après que tu as fait ça, 3 heures, 4 heures au travail, qu'est-ce qui reste dans ta tête? Rien. Rien, quand je vous dis rien, rien du tout. Alors, ça, c'est le libre arbitre. Quand les gens disent, je veux étudier une sagesse comme la thérapie à distance, ce sont des gens qui ne veulent plus perdre leur vie et leur temps. C'est des gens qui disent, OK, on va utiliser ça pour nous élever. Oui, alors moi ma question est la suivante. Quand on est face à une épreuve de vie très très difficile, euh, qui peut toucher la santé, si ça fait partie du parcours de la vie, du contrat, et une épreuve à laquelle on doit faire face, comment peut-on la faire dérouler dans le vide? Je vais vous donner une réponse très importante pour nous tous. On a tous signé le contrat des épreuves. Mais, comme l'être humain a le libre arbitre, personne de nous
signer comment il va passer l'épreuve. Je vais vous donner un exemple très concret. Si je dois passer d'un pays à l'autre, je peux le faire à pied, je peux le faire en vélo, le passage, le chemin, je peux faire en corkinette, je peux faire en voiture, je peux faire en jeep, je peux faire en hélicoptère et je peux faire en avion. C'est moi qui choisis l'outil. Et les épreuves, madame, on les a tous choisies parce qu'elles sont là pour nous. Mais comment je vais passer l'épreuve, c'est notre travail sur Terre. Et plus je vais développer mon conscient et mes connaissances, et plus je vais acquérir des outils pour être capable de passer les épreuves de façon beaucoup plus, on va dire, agréable, malgré des épreuves qui sont très, 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 très dures. On dit qu'elles sont dures pour nous enfoncer dans la terre. Mais si une épreuve s'est mise sur notre palier de la vie, ça veut dire qu'on peut la passer, la preuve qu'elle est là. Quels sont les gens qui n'ont pas encore passé l'épreuve? Ils n'ont pas accepté. Premièrement, il faut travailler notre comportement, nos midotes, et après ça, l'acceptation et l'annulation. Je me bats pas avec la vie, je l'accepte. Ce qui veut donc dire qu'on peut en guérir. Mais bien sûr, madame. Et je vais vous dire quelque chose sur la guérison, s'il vous plaît, à tous et à toutes. La guérison dans le monde occidental est née et on va tous avoir, avec le temps, des certains problèmes physiques. Le bien-être est, et c'est l'essentiel de la médecine, de la thérapie lumière, de mettre l'être humain dans l'équilibre de ce qu'il vit maintenant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un que malheureusement a eu un accident et il a été amputé de ses deux jambes. Accident, maladie, je sais pas. Cette personne-là peut ne pas cicatriser à l'hôpital et mourir de la cicatrice qui n'a pas été fermée. Je ne sais pas si vous savez, mais ça existe. Il y a un autre qui va devenir le champion du monde en course. De quoi? De jambes sans jambes. Ça existe. Quand vous avez les Jeux olympiques, vous avez les Jeux olympiques parallèles, ça s'appelle. Les deux n'ont pas de jambes. Un a compris que si j'ai pas de jambes, ça veut dire que j'ai la vie. Ma vie n'est pas partie avec mes jambes. Et un autre, on lui a bien formulé le cerveau pour dire, si tu es amputé de tes jambes, eh ben, tu vaux plus rien. C'est fini. Que Dieu nous en préserve. Donc, vous voyez que la conscience et le savoir et l'enseignement peut, même dans des cas très extrêmes, nous donner la vie. Vous savez qu'en Israël, il y a une dame française qu'à l'âge de 16 ans, la pauvre, je ne sais pas pourquoi, elle a été poussée sur les rails du métro. C'est une histoire très connue. Et malheureusement, le métro a passé. Elle a perdu les deux jambes, mais jusqu'au bassin. Et elle dit qu'elle s'est rappelée du moment que ça s'est passé. Et elle s'est posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais mourir de ma situation ou bien, écoutez ce qu'elle a dit, je serai toujours la première dans tout, je me marierai et je serai maman. Il y a un docteur en Israël qui s'appelle Docteur Dreamer, qu'on écrit beaucoup de livres ensemble et on étudie ensemble, ça fait 15 ans peut-être, plus. Et lui, il s'est occupé d'elle. C'est lui qui la prépare pour les Jeux olympiques. Elle est championne du monde. Pour les gens handicapés, elle grimpe des montagnes avec deux mains. Elle fait du vélo avec les mains. Elle nage avec les deux mains. Elle s'est mariée et elle a deux enfants. Quelle est la différence entre elle et quelqu'un qui est mort d'un accident comme ça? Seulement le conscient. C'est pour ça qu'on est obligé de développer le conscient. On n'a pas d'autre choix. C'est pas que maintenant on nous dit, OK, développe ton conscient, tu vas vivre un peu mieux. Non, si on reste dans le conscient qui veut nous dévaloriser, même
Je vais énerver personne, mais je suis obligé de le dire parce que bientôt la nouvelle vague arrive du 19. Vous vous rappelez le nombre 19? Oui. Eh bien, ce 19-là, c'était une grippe. Et dans la communauté Sidré Chaim, on a tout simplement pris une cure de romarin et on est tous passés. Baruch Hashem, personne n'est mort et personne n'est tombé trop gravement malade. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la grippe existe. Mais la grippe, elle n'est pas là pour des millions de... Je dis comme ça parce que sinon, ils m'effacent mes vidéos, je n'ai pas la patience pour eux. Alors, je fais comme ça et vous comprenez bien ce que je dis. Alors oui, il y a des gens qu'on leur a dit, quoi? Tu as ça à 19? Oui. Et ils sont morts. Et il y a des gens qu'on leur a dit, tu as 19? Il a dit oui, il y a 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Moi, par exemple, j'ai une épreuve. Je vais vous dire quelle est mon épreuve. Toutes les périodes, une demi-année, un an, quelqu'un invente sur moi une histoire. C'est comme des vagues comme ça, vous savez. Mais derrière mon dos, ils inventent des choses, ils parlent de moi. Et je me dis, mais quel est le rapport? Mais c'est toute ma vie. Alors aujourd'hui, quand les gens parlent de moi, je leur dis, c'est bon, on est content, tout va bien, oui. C'est tout, qu'est-ce que je peux faire? Quand j'étais petit, vous savez, je tombais malade des mensonges. Ben mec, je tombais malade. Va dire que j'ai fait ça. T'es content? Moi aussi, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on va vivre dans la bouche des autres, on va pas s'en sortir, hein. Donc Allez, moi, alors si je comprends bien, c'est que toutes les épreuves, quand elles arrivent dans la vie par rapport au contrat avec lequel on est venu, elles sont destinées à nous élever sur le plan de la conscience pour dépasser l'épreuve, tout en exact. voilà. Donc, Si vous me permettez de dire juste une oui, petite correction de votre phrase, oui. s'annuler pour que l'épreuve passe. Accepter. Accepter, mais comprendre dans l'acceptation que c'est tout un processus qui permet de mieux maîtriser les situations à l'avenir, en fait. C'est ça? Oui, Je pense que les épreuves auxquelles on est confronté dans la vie, elles sont liées aux fautes qu'on avait commises dans une vie antérieure et que madame, on n'a aujourd'hui... pas commis de faute. Arrêtez avec ces fautes. Suffit. Non, mais je veux dire, les fautes, je veux dire que quand on n'est pas dans l'équilibre de quelque chose, c'est forcément une faute. Non, madame, c'est une Ah bon? polarité. Oui, Vous avez entendu parler de la règle de la relativité. oui. Alors, comment on peut comprendre la relativité et dire le mot faute? Bah, c'est ce qu'on parle souvent dans le... Je quand comprends, je vous ai dit encore une fois, il y a deux études. Il y a Ouais, l'étude qui va toute votre vie vous dévaloriser à vos propres yeux, donc vous allez vous auto-juger et auto-détruire sans que personne ne fait rien du tout, bien sûr. Et il y a mm, l'autre étude qui dit, tu es venu pour monter dans l'échelle, pas pour tomber par terre. ouais, j'ai compris. Merci beaucoup à tous et à toutes, sans juger personne. Que Dieu vous bénisse.